le soir où ma fille m'a fermé la porte de son mariage, j'avais encore l'odeur des lits sur les mains et le goût métallique de l'humiliation dans la bouche. Je me tenais sous le vent de la salle, avec mon manteau gris sur les épaules, un peu trop léger pour ce vent de mars, et je regardais un jeune homme, en costume noir, me parer l'entrée, comme on repousse un importun. Derrière lui, j'entendais les wagons chocs, les rires, la musique, les applaudissements. Ma fille se mariait à quelques mètres de moi, et on me parlait comme à un étranger. Madame, j'ai reçu des consignes très claires. Sa voix était polie, presque gênée. C'était cela, le pire. Personne ne criait, personne ne faisait de scandale. Tout se passait avec cette douceur propre aux grandes humiliations, celle qu'on organise proprement, pour pouvoir ensuite prétendre qu'il n'y a eu aucune violence. J'ai demandé à voir Elodie, une seule fois, sans hausser le ton. Le jeune homme a baissé les yeux vers la liste qu'il tenait dans sa main. Votre nom n'est pas sur les invités autorisés à entrer. Mon nom. Comme si j'étais une démarche administrative. Comme si je n'étais pas sa mère. Comme si je n'avais pas payé la salle, le traiteur, la robe, le photographe, les fleurs, la compte du voyage de noces, jusqu'au petit voile de dragée crème et doré qu'elle avait choisi un dimanche après-midi, en posant sa tête sur mon épaule. Je me souviens très bien de ce dimanche. Elle m'avait dit, « Maman, sans toi, rien de tout ça ne serait possible. » Elle avait même pris mes mains entre les siennes. À présent, ses mêmes mains tremblaient sous le vent comme celles d'une vieille femme perdue. Puis elle est apparue. Pas en courant, pas affolée. Non. Elodie a traversé le hall vitré avec sa robe ivoire, son chignon impeccable, son voile rejeté en arrière, et cette expression calme qu'elle prend quand elle a déjà décidé de tout. Derrière elle, son futur mari, Laurent, restait légèrement en retrait, le visage fermé, comme s'il assistait à une réunion délicate. Elle ne m'a pas embrassé. Elle m'a regardé de haut en bas, puis elle a dit, très bas, pour que les autres n'entendent pas trop. Tu aurais dû rester chez toi. Je crois que c'est à cet instant précis que quelque chose s'est caché en moi, non pas dans la douleur, mais dans la netteté. Comme un verre trop tendu qui cède d'un coup. Les semaines précédentes me sont revenues en pleine figure. Les silences inhabituels. Les factures qu'elle me faisait suivre sans merci. Le ton sec de Laurent au téléphone. La procuration qu'elle avait insisté pour me faire signer pour gagner du temps avec les prestataires. Les virements répétés. Les montants plus élevés que prévu. Et puis, depuis 15 jours, cette manière nouvelle, ils avaient de me parler comme à une personne encombrante. J'ai payé ce mariage, je dis. Je demande seulement à entrer. Elodie a jeté un regard nerveux derrière elle vers les invités. Elle craignait moins ma souffrance que le désordre visible. Tu as payé, parce que tu l'as voulu. Tu me l'as demandé. Elle a serré les dents. Laurent a alors fait un pas en avant, avec sa courtoisie de façade. Madame, on ne va pas faire ça ce soir. Madame, je l'ai regardé. J'ai repensé à la première fois où il avait posé les yeux sur mon appartement, avant même de me poser des questions sur ma santé. À la façon dont il s'était renseigné sur la valeur de la maison de mon frère décédé. À son intérêt un peu trop vif pour les placements que mon mari et moi avions constitués avant sa mort. Sur le moment, j'avais voulu croire qu'il s'agissait d'esprits pratiques. Les gens raisonnables donnent souvent un autre nom à la cupidité quand elles portent une chemise blanche et une montre discrète. Elodie s'est approchée encore un peu. Son parfum m'a frappé en plein cœur. C'était celui que je lui avais offert à Noël. Tu as tout compliqué depuis des mois, a-t-elle murmuré. Tu contrôles tout, tu poses toujours des questions, tu veux des justificatifs pour chaque dépense. C'est mon mariage. J'ai le droit d'être tranquille. J'ai senti le froid remonter le long de mes jambes. Des justificatifs. Elle venait de dire cela comme si c'était une folie de ma part. Comme si demander où partait mon argent relevait de la mesquinerie. Comme si la confusion ne venait pas d'eux, mais de ma mémoire, de mon âge, de mon caractère. Et soudain, j'ai compris qu'ils avaient commencé à raconter quelque chose sur moi. Quelque chose d'utile. Une mer envahissante. Fatigante. Instable peut-être. À cet âge-là, il suffit de peu. D'un mot glissé à voix basse. D'un sourire navré. Elle oublie parfois. Elle se fait des idées. Je n'ai pas pleuré. Cela les aurait soulagés. J'ai seulement demandé. C'est toi qui as décidé ça, ou lui? Le visage d'Elodie s'est durci d'une manière que je ne lui connaissais pas. J'ai décidé de protéger ma journée.
跑得热，咁si j'étais une menace, alors j'ai incliné la tête, très légèrement, comme on le fait quand on prend acte d'un fait irréparable. Le jeune homme en costume noir n'osait plus respirer. Laurent gardait sa main sur le bras d'Élodie, non pour la soutenir, mais pour s'assurer qu'elle reste dans le cadre prévu. Très bien, ai-je dit. Je me suis retourné sans un mot de plus. J'ai descendu les 3 marches de pierre. J'ai traversé le parking où brillaient les carrosseries propres des voitures d'un métier. Une femme que je connaissais de vue m'a observé à travers sa vitre sans oser baisser les yeux. Même ma honte avait des témoins. Quand je suis rentré chez moi, l'appartement était silencieux, trop bien rangé, presque hostile. J'ai retiré mes boucles d'oreilles, posé mon sac sur la table et je suis resté debout au milieu du salon pendant un long moment. Puis, mon regard est tombé sur le clasheur bleu que la banque m'avait envoyé 2 jours plus tôt. Je ne l'avais pas encore ouvert. Élodie m'avait dit au téléphone, je m'en occuperai demain, ne t'embête pas avec ça. Je me suis assise, j'ai allumé la lampe, j'ai sorti mes lunettes, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ouvert seul mes relevés bancaires. Dès la première page, j'ai vu un virement que je n'avais aucun souvenir d'avoir autorisé. Puis un autre. Puis des paiements à des noms de sociétés que je ne connaissais pas. Puis une somme en faveur d'un cabinet notarial où je n'avais jamais mis les pieds. Mon cœur battait lentement, très lentement, avec cette précision terrible qui annonce non pas la panique, mais la certitude. Sous la pile, il y avait aussi une copie de procuration. Ma signature y figurait, mais ce n'était pas tout à fait mon écriture. Je suis resté immobile plusieurs minutes, la feuille entre les mains, à regarder cette signature qui ressemblait à la mienne comme un visage mal reproduit, ressemble à celui qu'on a voulu copier. Au premier coup d'œil, on pouvait s'y tromper. Même inclinaison, même boucle OL de mon prénom, même très nerveux à la fin du nom. Mais plus je la fixais, plus l'écart sautait aux yeux. Ma main, quand je signe, ralentit toujours sur la dernière lettre. Là, le geste était plus sec, plus jeune, presque impatient. J'ai reposé la feuille à plat sur la table. La procuration datait de 6 semaines plus tôt. Ce jour-là, je me souvenais très bien avoir accompagné Élodie chez un trader. Ensuite, nous avions déjeuné dans une brasserie près de la place du marché. Elle avait insisté pour garder mon chèque parce qu'il était trop lourd. Je me rappelais aussi qu'en rentrant, j'avais trouvé étrange qu'elle me demande mon code de boîte mail sous prétexte d'imprimer des échanges avec la décoratrice. À l'époque, cela m'avait agacé. Pas alarmé. Agacé seulement. J'avais 59 ans, je n'étais pas sénile, mais j'étais fatigué. Depuis la mort de mon mari, 3 ans plus tôt, j'avais pris l'habitude d'éviter les conflits inutiles, surtout avec elle. À présent, chaque détail revenait avec une précision insultante. J'ai repris les relevés dans l'ordre. Un premier virement de 4800 € vers le compte d'un prestataire événementiel. Puis, 2300 € pour une avance logistique. Puis, 1900 € à une bijouterie où je n'avais jamais mis les pieds. Puis, un retrait important en espèces. Ensuite, encore un virement. Cette fois vers une étude notariale située à 40 km de chez moi. Je me suis levé pour aller chercher mon ancien cahier de compte. Celui que mon mari appelait en riant mon livre de bord. J'y notais tout, avec des dates, des montants, parfois des remarques sur l'objet d'un achat. J'avais toujours eu cette discipline. Non par obsession de l'argent, mais parce que j'avais appris très jeune qu'on protège mieux ce qu'on peut nommer. J'ai comparé. L'achat, oui, j'avais accepté de la payer. Le traiteur aussi. La robe, jusqu'à un certain plafond. Le photographe, d'accord. Les fleurs, à condition de rester raisonnable. Rien, absolument rien, n'expliquait la moitié des mouvements figurant sur ces pages. À minuit passé, j'avais établi une première pile de documents inquiétants. À 1 heure, 1 seconde. À 2 heures, j'ai trouvé un paiement mensuel que je n'avais jamais vu auparavant. Prélevé depuis 3 mois au nom d'une société de location d'appartements. Le montant n'était pas énorme, mais suffisant pour me faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ponctuelle. On installait quelque chose à mes frais. Méthodiquement. J'ai alors ouvert ma messagerie. Je n'y allais presque jamais sans qu'Élodie me guide au téléphone, car elle prétendait que mon ordinateur buguait tout le temps. En réalité, j'avais surtout fini par la laisser faire, pour aller plus vite. Cette nuit-là,
J'ai payé le temps. J'ai retrouvé mon mot de passe dans une enveloppe rangée avec les papiers d'assurance. J'ai attendu que l'écran s'ouvre. Puis j'ai commencé à lire. Il y avait des mails supprimés de ma boîte principale, mais encore présents dans les dossiers secondaires, des confirmations de virement, des échanges avec ma conseillère bancaire, des demandes de modification de plafond, une copie numérisée de ma carte d'identité envoyée depuis mon adresse, et surtout, un message signé de mon nom adressé à l'étude notariale, dans lequel j'autorisais qu'un dossier soit préparé pour simplifier la gestion future de mon patrimoine, en cas de fatigue ou d'incapacité. Le mot incapacité m'a glacé. Je n'avais jamais écrit cela. Jamais. Sur la table du salon, la lumière jaune découpait des ombres nettes. J'entendais l'horloge de la cuisine, les voitures lointaines, le bourdonnement du réfrigérateur. Le reste de la ville fêtait encore le mariage de ma fille. Et moi, je découvrais qu'on me préparait peut-être autre chose qu'une simple mise à l'écart. On me vidait, on m'entourait, on me construisait un dossier sans me le dire. Vers 3 heures du matin, j'ai appelé Marianne. Je ne l'avais pas fait depuis des mois. Marianne avait été mon amie la plus proche à la mairie, quand nous travaillions tous les deux au service urbanisme. Elle était de celles qu'on croise sévères avant de découvrir qu'elles sont simplement incapables de détourner les yeux. Après son départ à la retraite, elle avait suivi une formation de médiatrice, puis travaillé quelque temps auprès d'un avocat en droit des successions. Elle connaissait les familles, leur sourire propre, leur carnage discret. Elle a décroché à la 3e sonnerie, la voix lourde de sommeil. Claire. Je n'ai pas pris de précaution. Je lui ai tout dit. L'exclusion à la porte, les relevés, la procuration, les mails, le notaire, le mot incapacité. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a demandé « Est-ce que tu es seul ?»« Oui, bien. Tu fermes d'abord ta clé. Tu ne jettes rien. Tu ne réponds à aucun message. Et demain matin, tu fais des copies de tout avant même de te laver. » Sa netteté m'a tenu debout. Tu crois que je me trompe? Il y a eu un silence de 2 secondes, pas plus. Non, Claire. Je crois que tu as trop longtemps voulu ne pas voir. Cette phrase m'a fait plus de bien que n'importe quelle consolation. Elle ne me traitait ni en victime fragile, ni en vieille femme confuse. Elle me rendait mon discernement. À 8 heures, je n'avais pas dormi. J'avais classé les papiers dans 3 chemises, banque, mail, notaire. J'avais photographié les relevés avec mon téléphone. J'avais recopié sur une feuille les dates exactes, les montants, les intitulés. Quand la sonnette a retenti, Marianne était là, droite dans son manteau beige, un thermo dans une main et une petite valise à roulettes dans l'autre. J'ai pris mon scanner portable, a-t-elle dit en entrant. On va travailler proprement. Nous avons passé la matinée à tout dupliquer. Elle a lu chaque ligne, relevé chaque incohérence, entouré les mots utiles. À 11 heures, elle s'est arrêtée devant la copie de procuration. Ce document n'est pas seulement douteux au clair. Il est dangereux. À cause de la signature. À cause de ce qu'il permet. Regarde bien. En bas du texte, en caractère plus petit, figurait une formule qui m'avait échappé la veille. Le mandataire autorisé pouvait accéder à mes comptes, signer certains actes préparatoires et échanger avec des professionnels en mon nom, dans le cadre de la préservation des intérêts patrimoniaux de la mandante. La mandante, c'était donc moi. Réduite à un terme juridique dans un document probablement falsifié. Marianne a levé les yeux vers moi. Il faut appeler la banque avant qu'il ne bouge encore. Et après, un avocat. Pas celui de la famille. Un vrai. Mon téléphone, posé près du sucrier, s'est mis à vibrer au même instant. Sur l'écran, le nom d'Élodie s'est affiché. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table sans tendre la main. Le nom d'Élodie s'affichait avec sa photo, prise l'été précédent sur une page en Bretagne. Elle riait, les cheveux relevés par le vent, un verre de limonade à la main. Pendant une seconde, mon esprit a essayé de raccrocher cette image à l'enfant que j'avais élevé, à la jeune femme dont j'avais recousu les jupes de spectacle, payé les études, consolé les chagrins. Puis le téléphone a cessé de vibrer, et le silence revenu m'a paru plus honnête que cette photographie. Marianne a posé sa tasse. Ne décroche pas. 2 secondes plus tard, un message est arrivé, puis un autre. Puis encore un. Je n'ai ouvert le premier qu'après avoir activé le son du scanner, comme pour me donner une contenance. Le texte était bref. Tu as fait un scandale inutile hier. J'espère que tu vas te calmer.
Le second suivait le même ton. Laurent et moi avons besoin de repos. Ne contacte personne de sa famille avec des histoires. Mes histoires. J'ai senti quelque chose se refroidir en moi, plus sûrement encore que la veille. Pas seulement la peine, la peur aussi. À sa place venait une clarté nue, presque sévère. Une mère humiliée peut encore chercher des excuses à sa fille. Une femme qu'on vide de ses comptes pendant qu'on la traite d'encombrante ne peut plus se permettre ce luxe. Marianne a pris mon téléphone, a lu les messages, puis l'a reposé. C'est bien. Bien, oui. Elle pose déjà un récit. Tu es l'instable qui exagère. Elle est la mariée agressée par une mère ingérable. C'est plus utile à un dossier que des fleurs blanches et un gâteau à 3 étages. On garde tout. Je me suis levé pour aller chercher mon chargeur, puis je me suis arrêté au milieu du couloir. Une idée m'avait traversé comme un courant d'air froid. Marianne, si elle a accès à ma messagerie, elle peut aussi supprimer des choses à distance. Alors on change les mots de passe tout de suite. Nous nous sommes installés devant l'ordinateur. Marianne notait chaque modification dans un carnet. Adresse mail, espace bancaire, assurance, téléphone, compte fiscal. Tout ce que j'avais laissé flotter par fatigue ou confiance repassait sous mon contrôle. Le geste était simple, presque banal, mais j'en ressentais une gravité étrange. Comme si je refermais les fenêtres d'une maison que j'avais trop longtemps cru sûre. À midi moins le quart, nous avons appelé la banque. Après une première attente, une voix jeune m'a demandé l'objet de mon appel. J'ai dit calmement qu'une procuration semblait irrégulière et que je souhaitais le gel immédiat de toute opération non vérifiée. Le mot irrégulière a produit son effet. On m'a transféré au service fraude, puis à ma conseillère, Madame Béraud, qui s'est montrée d'abord trop souple, trop rassurante. Ne vous inquiétez pas, Madame Denma, nous allons regarder cela tranquillement. Tranquillement. J'ai posé la copie de la procuration devant moi comme une pièce à conviction. Non, madame, pas tranquillement. Immédiatement. Je conteste cette signature. Je conteste les virements liés à ce mandat. Et je vous informe qu'une personne de mon entourage familial a pu se faire passer pour moi. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis sa voix a changé. Plus précise. Plus prudente. Dans ce cas, je vous propose un blocage conservatoire de certains usages. Le temps d'une vérification interne. Il faudra venir en agence avec vos pièces. J'y serai à 14h. Quand j'ai raccroché, Marianne m'a adressé ce regard que je lui connaissais autrefois au bureau, quand un dossier difficile y prenait enfin une forme exploitable. Voilà, maintenant ils savent que tu n'es pas une cliente confuse. À 13h30, nous étions devant l'agence. Le ciel était bas, d'un gris sans profondeur, et l'air sentait la pluie froide. J'avais mis une veste sombre, attaché mes cheveux, glissé les chemises dans un cabas de toile. À voir mon reflet dans la vitre, personne n'aurait pu deviner que j'entrais là, avec la sensation d'avoir marché trop longtemps au bord d'un piège. Madame Béraud nous a reçus dans un bureau vitré. 35 ans peut-être, un chemisier crème, des ongles impeccables, le sourire étudié des gens qui annoncent des tarifs ou des décès avec le même ton. Je lui ai montré la procuration. Elle l'a examinée, puis a ouvert son écran. Cette demande a été enregistrée en présence d'une collaboratrice externe de l'étude notariale Lambert et Fils, Atelier. Le dossier mentionne votre accord verbal. Je n'ai donné aucun accord. Il y a également une note indiquant que vous préfériez que votre fille gère les aspects administratifs à votre place, en raison d'une fatigue chronique. Je l'ai fixé. Qui a écrit cela? Je ne peux pas vous répondre à ce stade. Marianne s'est penchée légèrement. En revanche, vous pouvez confirmer si Madame Delma s'est physiquement présentée ici le jour de l'enregistrement. Madame Béraud a cliqué, lui hésité. Non. La validation a été traitée à distance, sur la base des pièces transmises. Tout s'est ordonné à l'intérieur de moi. La carte d'identité envoyée par mail. Les messages écrits en mon nom. Le mot « incapacité ». Ils ne s'étaient pas contentés de profiter de ma confiance. Ils avaient préparé un chemin administratif pour parler à ma place. La conseillère a imprimé plusieurs pages. Une liste de mouvements, l'historique des accès, le récapitulatif des demandes liées à mon profil. Certaines connexions provenaient d'un appareil que je ne reconnaissais pas. D'autres avaient eu lieu à des heures où je dormais. Puis, elle a sorti une feuille supplémentaire. Il y a un élément que je dois vous signaler.
Une demande de rendez-vous a été déposée pour la semaine prochaine concernant une réorganisation patrimoniale plus large, avec mention d'une possible mise sous protection anticipée. Sous protection, ai-je répété. Ce sont les termes utilisés, oui. Je n'ai pas tout de suite compris que je m'étais levé. Ce fut Marianne qui posa une main ferme sur mon avant-bras, pas pour me calmer, pour m'empêcher de vaciller. Madame Béraud a poursuivi, maintenant très blanche. Le contact référent indiqué dans le dossier est votre gendre, Monsieur Laurent Vignal. J'ai alors su avec une certitude parfaite que le mariage n'avait jamais été la fin de quelque chose. C'était un rideau. Derrière, il préparait déjà ma disparition administrative. Je me suis assise très lentement, comme si le moindre geste trop brusque risquait de faire éclater le peu d'air qui me restait dans la poitrine. Madame Béraud n'osait plus croiser mon regard. Elle avait devant elle les feuilles qu'elle venait d'imprimer, parfaitement alignées. Et pourtant, tout dans ce bureau venait de sortir de l'ordre poli où les banques aiment tenir leurs clients. Je n'étais plus une veuve prudente, un peu dépassée par l'administratif. Je devenais une personne qu'on avait commencé à déposséder par étapes, avec assez de méthode, pour que cela ressemble plus tard à une décision raisonnable. Je veux une copie de tout, ai-je dit. Ma voix m'a surprise. Elle était calme, plus calme même que la veille, lorsque j'avais été rejeté à la porte du mariage. Il existe une forme de sang-froid qu'on ne découvre qu'au moment où l'on comprend qu'on n'a plus le droit d'être vague. Madame Béraud a acquiescé. Nous allons constituer un dossier de contestation. Je vais aussi demander le gel de toute instruction liée à cette mise sous protection anticipée, le temps que la situation soit vérifiée. Le temps que la situation soit vérifiée, ai-je répété. Et si je n'avais rien vu? Elle n'a pas répondu. Parce qu'il n'y avait rien à répondre. Dans le hall de l'agence, j'ai senti mes jambes trembler pour la première fois de la journée. Marianne m'a entraîné dehors sans parler. Nous avons marché jusqu'au café d'en face. Une salle étroite, des tables en formica, une odeur de beurre chaud et de café trop serré. Le genre d'endroit où la vie ordinaire continue, même quand la vôtre vient de basculer. Elle me fait asseoir au fond. Tu vas manger quelque chose. Je n'ai pas faim. Tu vas quand même manger. J'ai obéi. Une moitié de quiche, 2 gorgées d'eau puis un café brûlant. Autour de nous, des conversations banales montaient et retombaient. Une femme parlait de son dentiste. 2 hommes commentaient un match. À la table voisine, un enfant renversait du sucre en riant. J'avais envie de prendre cette normalité à pleine main, de m'y accrocher comme à une rambarde. Marianne a sorti son téléphone. Je vais appeler Antoine Le Maire. Le nom m'était vaguement familier. Elle a vu mon hésitation. Avocat, droit patrimonial, abus de faiblesse, contentieux familiaux. Pas un mondain, pas un sentimental. Il regarde les pièces, pas les larmes. C'est parfait, ai-je dit. Elle a obtenu un rendez-vous pour la fin d'après-midi. En rentrant chez moi avant l'heure prévue, j'ai trouvé le premier bouquet sur le paillasson. Des roses blanches, une carte glissée au milieu. Maman, tu es à bout. Repose-toi. On parlera quand tu seras apaisée. Élodie. J'ai eu un rire sec, sans joie. La veille encore, ces fleurs m'auraient peut-être fait douter. Elles auraient réveillé en moi la mère prête à excuser, à temporiser, à recoudre une fois de plus ce que l'autre avait déchiré. Mais après le mot incapacité, après la procuration, après cette mention de mise sous protection, je voyais enfin ces gestes pour ce qu'ils étaient. Non pas des ponts, mais des couchins. On étouffe mieux une vérité quand on l'enveloppe de douceur. J'ai photographié le bouquet, la carte, l'heure de livraison, puis je les ai laissés dehors. À 15 heures, Laurent a appelé. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message vocal. Sa voix était posée, presque blessée. Claire, il faut arrêter maintenant. Élodie est en pleurs depuis ce matin. Tu vas trop loin. Tout ce qu'on a fait, c'était pour t'aider, pour simplifier les choses. Tu sais bien que tu es fatigué en ce moment. On peut régler ça en famille, sans te ridiculiser partout. Sans te ridiculiser partout. J'ai écouté le message une seconde fois, puis une troisième. À chaque écoute, les mots prenaient davantage leur place. Pas une excuse. Pas une explication claire. Rien que cette vieille technique. Renverser la honte sur la personne qu'on attaque. Lui faire croire que se défendre serait l'acte le plus dégradant. Je l'ai transféré à Marianne. Ensuite, j'ai ouvert le tiroir du buffet du salon, celui où je rangeais depuis des années les papiers de santé,
les double d'assurance, les carnets de chèques périmés, les ordonnances anciennes. Au fond, dans une pochette cave, j'ai retrouvé des certificats médicaux datant de l'hiver précédent. Un épisode d'épuisement, oui. Une tension trop haute pendant quelques semaines, oui. Rien, absolument rien, qui justifie une incapacité, une perte de discernement, une mise sous protection. Le médecin avait même écrit noir sur blanc. Patiente, lucide, autonome, orientation intacte, fatigue réactionnelle sans altération cognitive. J'ai glissé la feuille dans le dossier. À 16h30, chez Maître Antoine Lemaire, tout a changé de densité. Son cabinet occupait le premier étage d'un immeuble ancien, au-dessus d'une pharmacie. Pas de décor luxueux, des bibliothèques pleines, un bureau large, une fenêtre donnant sur une rue étroite. L'homme avait une cinquantaine d'années, une voix basse, un visage sans empêchement. Il nous a laissé poser les chemises, puis il a lu pendant près de 40 minutes sans nous interrompre. Pas une fois il n'a tenté de me rassurer, et c'est précisément pour cela que je lui ai fait confiance. Enfin, il a retiré ses lunettes. Madame Delma, ce que vous décrivez peut relever de plusieurs infractions, selon ce que nous pourrons établir. Faux, usage de faux, manœuvre frauduleuse, tentative de captation patrimoniale, éventuellement abus de faiblesse, si l'on a cherché à exploiter un moment de vulnérabilité réelle ou supposée. Mais, au-delà des qualifications pénales, il y a un point capital. Il a taboté la procuration. Quelqu'un a essayé de créer une trace administrative de votre prétendue diminution. C'est cela qu'il faut cacher immédiatement, avec méthode, avant que ce récit ne soit repris par d'autres professionnels. D'autres, ai-je demandé. Notaire, banque, assurance, médecin parfois, entourage familial. Une fois qu'une idée circule, elle est fatiguée, elle ne suit plus, elle confond. Elle devient un outil redoutable. J'ai pensé à la porte du mariage. À Elodie disant qu'elle protégeait sa journée. À Laurent parlant de ma fatigue. À la note bancaire. Tout cela n'était pas dispersé. C'était la même phrase, répétée dans des lieux différents jusqu'à devenir crédible. Maître Lemaire a pris un bloc-notes. Nous allons faire 3 choses dès ce soir. D'abord, une mise en demeure à l'étude notariale pour obtenir communication intégrale du dossier et suspendre toute démarche. Ensuite, un courrier circonstancié à la banque. Enfin, une plainte préparatoire si nous constatons d'autres actes contestables. Et vous, de votre côté, vous ne répondez plus seul à votre fille, ni à votre gendre. J'ai hoché la tête. Puis il a ajouté, presque sans lever les yeux. Je vous conseille également de vérifier votre testament, s'il en existe un récent. Dans ce type de stratégie, on commence rarement par un mariage. Cette phrase m'a traversé comme une lame froide. Parce que, soudain, j'ai revu un après-midi de janvier. Elodie m'avait accompagné chez un notaire, et j'en étais ressorti sans aucun souvenir précis de ce que j'avais signé. Enfin que le souvenir est revenu par fragments, comme une pièce plongée trop longtemps dans l'ombre, et que la lumière ne découvre que par morceaux. C'était un après-midi de janvier, humide, gris, l'un de ces jours où l'on accepte facilement qu'un autre décide à votre place, parce que le simple fait de sortir semble déjà vous coûter. J'avais une mauvaise nuit, une migraine, une fatigue tenace, et cette sensation confuse qu'Elodie avait immédiatement exploitée avec sa douceur pressée. Maman, ce n'est qu'un rendez-vous pour mettre des papiers au clair. Papa n'est plus là, tu dois simplifier un peu les choses. Je me revoyais dans sa voiture, le chauffage trop fort, son parfum un peu sucré, sa voix qui remplissait tout l'habitacle. Elle parlait sans arrêt. Du mariage, de Laurent, des prix qui augmentaient partout, de ma tendance à trop me compliquer la vie. À l'époque, je n'y avais pas vu une stratégie. Aujourd'hui, je comprenais mieux. On noie plus facilement une décision douteuse sous un flot de banalité. Le cabinet notarial se trouvait au premier étage d'un immeuble moderne, impersonnel, avec une plante artificielle dans l'entrée et une odeur de papier neuf. La secrétaire nous avait fait patienter dans un petit salon vitré. Je me souvenais d'avoir eu soif. Elodie m'avait tendu un gobelet d'eau puis un cachet contre le mal de tête qu'elle avait sorti de son sac, sans même me demander si j'en voulais. « Tu étais souffrante ce jour-là ?» m'a demandé Maître Lemaire. Nous étions revenus chez lui après une courte pause, et il avait repris son stylo. Oui, pas au point de ne plus comprendre où j'étais. Mais je n'étais pas bien. Vous avez pris quoi? Je ne sais plus. Un comprimé qu'Elodie avait sur elle. Bon,
Elle m'a dit que c'était le même que d'habitude pour la migraine. Il a relevé la tête. Vous n'avez pas gardé l'ordonnance de cette période? Si, peut-être. J'ai fouillé dans la chemise médicale. Marianne m'a aidé. Au bout de quelques minutes, nous avons retrouvé le document du généraliste. Traitement léger, très classique. Rien qui puisse justifier une confusion particulière. Mais ce n'était pas cela qui comptait le plus. C'était le contexte. Ma fatigue. Le trajet. Le rendez-vous présenté comme anodin. Le cachet venu d'elle. Tout ce qui, mis bout à bout, dessinait moins un accident qu'une mise en condition. Je poursuivis mon récit. Je me souvenais maintenant du bureau du notaire. Pas du visage exact de l'homme, mais de ses boutons de manchette bleus, de la lumière blanche sur son bureau et du dossier déjà préparé quand nous étions entrés. Il parlait vite. Ou bien c'était moi qui l'entendais comme on entend une radio trop basse dans une autre pièce. Je me rappelais surtout qu'Elodie répondait à ma place dès qu'une question semblait me demander un effort. Oui, ma mère veut éviter les complications. Oui, elle préfère que tout soit simple si un jour elle est fatiguée. Oui, nous en avons déjà parlé entre nous. Entre nous. Cette expression me soulevait maintenant le cœur. Je n'avais aucun souvenir d'avoir lu les pages jusqu'au bout. Je me revoyais signer à 2 endroits, puis à un troisième pendant qu'Elodie me disait « là, et là aussi ». Ensuite, nous étions sortis. Elle m'avait embrassé sur la joue, presque joyeuse, et m'avait emmené prendre un thé. J'étais rentré chez moi, avec un vague malaise, l'impression d'avoir oublié une question importante, mais j'avais laissé couler. Après tout, c'était ma fille. Et les mères de ma génération ont été élevées à donner à ce mot une puissance qui les désarme. Maître le maire a noté plusieurs points, puis il a demandé « Avez-vous reçu une copie de l'acte signé ce jour-là » J'ai fermé les yeux quelques secondes. Non. Jamais. Jamais. Il s'est renversé légèrement dans son fauteuil. Très intéressant. Il a alors appelé son assistante et lui a dicté un courrier plus ferme encore que prévu à l'étude Lambert et Fils. Communication immédiate de l'intégralité des actes signés, pièces d'identité utilisées, modalités de consentement, échanges préparatoires, identité des personnes présentes, fondement de toute mention relative à une éventuelle vulnérabilité. Chaque mot sonnait comme un verrou et se refermait à l'endroit exact où quelqu'un avait voulu m'ouvrir. Quand nous sommes ressortis du cabinet, la nuit tombait déjà. Je me croyais vidé. En réalité, je n'avais encore rien vu. Dans ma boîte aux lettres, un avis de passage m'attendait. Une lettre recommandée avait été présentée dans l'après-midi pendant mon absence. L'expéditeur, Étude Lambert et Fils. Marianne a immédiatement regardé l'heure de fermeture du bureau de poste central. On y va. Nous avons traversé la ville sous une pluie fine. À cette heure-là, les trottoirs luisaient, les vitrines s'éclairaient, et les gens pressés me semblaient appartenir à un autre monde. Un monde où les enfants n'organisent pas la réduction méthodique de leur mère. Au guichet, j'ai récupéré l'enveloppe contre signature. Elle était épaisse. Mon nom y figurait avec cette graphée administrative qui efface tout lien humain. Nous l'avons ouverte sur place, debout à une tablette de bois. À l'intérieur, il y avait une copie d'acte. Mon testament. Je l'ai reconnu à la formule d'en-tête, à mon état civil, à la mention de mon mari défunt. Puis mes yeux sont tombés sur le passage central, et je n'ai plus entendu le bruit du bureau de poste autour de moi. Le document, daté de janvier, indiquait qu'en raison de l'éloignement affectif et relationnel de certains membres de ma famille, je souhaitais réorganiser la transmission de l'essentiel de mon patrimoine. Ma résidence principale devait revenir en pleine propriété à ma fille Elodie. Plusieurs placements lui étaient attribués prioritairement. Une phrase ajoutait que je souhaitais remercier mon gendre pour sa présence active et son soutien administratif constant. J'ai dû m'appuyer contre la tablette. « Claire, regarde-moi », a dit Marianne. Je l'ai regardé. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Je sais. La fin du texte était pire encore. Une clause expliquait que, pour éviter toute contestation future liée à un possible affaiblissement de ma santé, mes volontés avaient été exprimées de manière claire, stable et répétée. Claire, stable, répétée. Ils avaient pensé à tout, même à la contestation de leur propre manœuvre. Je tremblais tellement que Marianne a pris les feuilles pour les relire elle-même. Son visage, d'ordinaire si contrôlé, s'est fermé d'une manière que je ne lui connaissais pas.
Ils ont essayé de te voler ta fin de vie, à te le dire pour basse. Pas seulement mon argent, pas seulement ma maison, ma fin de vie. La manière dont je serai raconté, protégé, contredite et effacé. En rentrant, je me suis assise au bord de mon lit sans ôter mon manteau. Mon téléphone s'est allumé tout seul sur la table de nuit. Un nouveau message d'Elodie. Maman, je t'en supplie, arrête. Tu ne te souviens pas toujours de ce que tu fais signer, et après tu accuses tout le monde. Je l'ai lu une fois. Puis j'ai ouvert le tiroir où je gardais les anciennes cartes faites par elle, à l'école, les photos, les petits mots de la fête des mères. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris que l'enfant que j'avais protégé savait exactement où frapper pour me faire douter de moi-même. Le lendemain matin, je n'ai pas ouvert les rideaux tout de suite. Je suis resté assise dans la pénombre de la cuisine, les mains autour d'une tasse de thé devenue tiède, à regarder le reflet de la fenêtre dans le carrelage. La nuit précédente m'avait laissé avec une sensation étrange, presque animale. Celle d'avoir dormi dans une maison dont quelqu'un possédait déjà un double des clés. Sur la table, le testament photocopié, la procuration contestée, les relevés bancaires et le message d'Elodie formaient un empilement si net qu'il en devenait obscène. Il n'y avait plus d'ambiguïté, plus de malentendu familial, plus de maladresse. Il y avait une stratégie. Et cette stratégie avait un langage. Fatigue, simplification, protection, oubli, apaisement. Tous ces mots aimables qu'on utilise pour pousser doucement quelqu'un vers le bord. Un offert. Maître le maire m'a appelé lui-même. J'ai reçu une réponse partielle de l'étude Lambert et Fils à Tilly. Il refuse pour l'instant de transmettre certains échanges préparatoires, mais il confirme l'existence de plusieurs actes, dont le testament et un projet de mandat plus large qui n'a pas encore abouti. Un projet de mandat. Oui. Plus étendu que la procuration bancaire, avec intervention possible sur d'autres démarches administratives. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Ils veulent aller vite, a-t-il repris. C'est une bonne nouvelle pour nous. En quoi est-ce une bonne nouvelle? Parce que les gens prudents dissimulent. Les gens sûrs d'eux laissent des traces. 1 heure plus tard, j'étais dans son cabinet avec Marianne. Sur son bureau, 3 feuilles avaient été isolées du reste. La première était une copie d'échange interne de l'étude, jointe par erreur dans la réponse. La seconde, une note de rendez-vous rédigée par une clerc. La troisième, un formulaire préparatoire non signé. Maître le maire a pointé la note de rendez-vous. Lisez cette phrase. J'ai rapproché le papier. La cliente paraît hésitante, mais la fille confirme que les volontés exprimées ont déjà été répétées à domicile à plusieurs reprises en présence du conjoint. J'ai reposé la feuille. C'est faux, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement faux, c'est précis, assez précis pour créer une vraisemblance. Voilà ce qu'il construisait. Une parole indirecte, relayée, répétée, validée par 2 proches. Marianne a pris la 3e feuille. Et ça? Le formulaire préparatoire évoquait une demande de mandat de protection future. Le document n'était pas signé, mais plusieurs rubriques étaient déjà remplies. Mon adresse. Mon état civil. Le nom d'Elodie en qualité de mandataire pressenti. En observation libre, une mention m'a fait serrer les dents. Patiente orgueilleuse, tendance à nier ses difficultés. Patience. Comme si j'étais déjà entré quelque part sans le savoir. Comme si l'on avait commencé à me décrire dans un dossier médical ou social où je n'existais plus comme sujet, seulement comme obstacle. Je n'ai jamais mis les pieds chez ces gens pour parler de protection future, ai-je dit. Justement, a répondu maître le maire. Et maintenant, il nous faut quelqu'un qui puisse démontrer le contraire de manière solide. Votre médecin traitant, par exemple. Pas pour raconter votre vie, pour établir votre pleine capacité au moment des faits. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. Docteur Roussel exerçait depuis plus de 20 ans dans le quartier. Une femme sèche, attentive, qui ne perdait pas son temps à flatter. Elle m'avait suivi après la mort de mon mari, et connaissait mes périodes d'épuisement sans jamais les exagérer. Quand je lui ai montré la copie du testament, la mention d'affaiblissement et le projet de mandat, son visage s'est fermé. On a utilisé votre fatigue comme un levier, a-t-elle dit. Ce n'est pas la même chose que l'incapacité. Et qu'on soit bien clair, je n'ai jamais constaté chez vous de troubles cognitifs. Jamais. Elle a relu mon dossier, noté les dates, puis a rédigé un certificat circonstancié. Patiente suivie régulièrement. Discernement conservé.
autonomie domestique, budgétaire et décisionnelle intacte. Épisode de fatigue réactionnelle, sans altération des facultés mentales. Aucune indication médicale ou mesure de protection. J'ai senti mes épaules redescendre d'un centimètre. Ce certificat ne réparait rien, mais il me rendait une chose essentielle, une voix recevable. En sortant du cabinet, j'ai trouvé 3 appels manqués de Laurent et un message vocal nouveau. Cette fois, son ton avait changé. Fini la courtoisie blessée. Sa voix était plus basse, plus dure. Claire, tu commets une faute grave. Tu salis ta propre fille à peine mariée. Les gens commencent à parler. Si tu continues, on sera obligé de dire publiquement dans quel état tu étais ces derniers mois. Je marchais jusqu'à ma voiture sans écouter la fin. Puis, je l'ai réécouté en entier. Moteur coupé. Dire publiquement dans quel état tu étais. Voilà. Le masque glissait enfin. Il ne tentait même plus de paraître affectueux. Il menaçait maintenant d'installer officiellement le récit qu'il murmurait depuis des semaines. Le soir, chez moi, Maître le maire est venu avec son assistante pour préparer la plainte. Il voulait que tout soit daté, classé, sourcé. Pas une indignation vague mais un dossier. Nous avons aligné sur la table les relevés, les captures d'écran, les messages, le certificat médical, les copies notariales, l'historique bancaire, les actes du bouquet, les appels menaçants. À un moment, son assistante a sorti une grande enveloppe craft et a écrit dessus en lettres noires « Éléments matériels ». J'ai fixé ces mots longtemps. Éléments matériels. Toute ma vie de mère, réduite à cela pour être enfin entendue. Puis la sonnette a retenti. Il était presque 21h. Marianne, assise près de la fenêtre, a écarté légèrement le rideau. C'est Elodie, a-t-elle dit. Ma fille se tenait sur le palier, sans manteau malgré le froid, le visage défait, les cheveux mal attachés. Pendant une seconde, une vieille habitude a voulu me faire courir vers la porte. Ouvrir, réchauffer, écouter, pardonner avant même de savoir. Mais Maître le maire a posé sa main à plat sur le dossier. N'ouvrez pas sans témoin, a-t-il dit. Alors j'ai avancé jusqu'à l'entrée, sans déverrouiller. À travers la porte, sa voix m'est parvenue étouffée, tremblante, presque enfantine. Maman, ouvre-moi. S'il te plaît. On nous a dit que tu étais avec un avocat. On nous a dit. Je suis resté de l'autre côté, la main suspendue au-dessus de la serrure. Et pour la première fois, j'ai compris que ma fille n'était pas venue me voir, parce qu'elle regrettait. Elle était venue parce qu'elle avait peur. Je suis resté devant la porte sans bouger, la paume suspendue au-dessus de la serrure, pendant qu'Elodie reprenait plus bas. Maman, je t'en prie. Ouvre. Je veux juste te parler. Derrière moi, le salon était silencieux. Marianne avait cessé de tourner les pages. L'assistante de Maître le maire gardait son stylo en l'air, comme si le temps lui-même attendait ma réponse. Quant à moi, j'entendais dans cette voix suppliante toutes les années, où un simple tremblement chez ma fille suffisait à me faire céder. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Et surtout, je n'étais plus aveugle. Tu peux parler à travers la porte, et je dis. Un silence. Puis j'en souffle vexé. Maman ne me traite pas comme une étrangère. J'ai fermé les yeux une seconde. C'est pourtant exactement ce que tu as fait devant la salle. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'imaginais son visage crispé, sa robe de jeune mariée remplacée par un manteau jeté à la hâte, le maquillage de la veille disparu, et derrière tout cela la même chose qu'au mariage. La panique de ne plus contrôler la scène. Je n'aurais pas dû faire ça, a-t-elle fini par dire. D'accord. Je le reconnais. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors, explique. Cette fois, son silence a duré plus longtemps. À travers le bois, j'entendais sa respiration, puis le léger froissement d'un sac qu'elle donnait sans doute contre elle. Laurent a des problèmes, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. Des problèmes d'argent. Ce n'est pas ce que tu crois. Enfin, au début c'était pas si grave. Il avait investi avec un associé. Il s'est retrouvé coincé. Il devait combler un trou rapidement. Il disait que c'était temporaire, qu'on remettrait tout en place après le mariage, après la vente d'un bien, après. Sa voix s'est cassée. Après. Le mot des gens qui ne vivent plus que sur des rebords. J'ai appuyé mon front contre la porte froide. Et c'est pour ça que vous avez pris sur mes comptes. Je n'ai pas pris, maman, j'ai. Elle s'est interrompue, incapable de trouver un verbe assez propre pour recouvrir ce que vous avez fait. Tu as signé à ma place, je dis. Vous avez préparé une procuration, un testament, une mise sous protection. Vous avez envoyé des mails en mon nom.
ne change pas les mots maintenant. De l'autre côté, j'ai entendu un petit bruit sec, comme si elle avait posé une main à plat sur le bois. Le testament, c'était pour sécuriser les choses, a-t-elle lancé trop vite. Pour éviter que tout parte n'importe comment. Si quoi? Si tu te mettais à refuser ensuite. Laurent disait qu'avec toi, il fallait anticiper parce que tu pouvais changer d'avis du jour au lendemain. J'ai eu un rire sans joie, Laurent disait. À l'intérieur, Maître le maire écrivait déjà. Je le voyais du coin de l'œil, calme, méthodique, tandis que ma propre fille déposait elle-même les mots dont nous avions besoin. Et toi, ai-je demandé, qu'est-ce que toi tu disais? Cette question l'a déstabilisé. Je l'ai senti immédiatement. Moi, je voulais que tout se passe bien. Non. Qu'est-ce que tu disais au notaire, à la banque, dans les messages? Est-ce que tu disais que j'étais fatigué, que j'oubliais, que je n'étais plus capable? Cette fois, sa voix est devenue plus dure, presque défensive. Tu étais fatigué, maman. Ce n'était pas totalement faux. La phrase m'a frappé avec une violence plus nette qu'une insulte. Voilà donc le cœur du mécanisme. Prendre un élément vrai, ma fatigue, mon veuvage, mes migraines, mes hésitations, puis l'étirer jusqu'à le transformer en permission, comme si une faiblesse passagère ouvrait un droit sur toute une existence. Tu sais ce qu'il y a de plus ignoble? Et je dis très calmement, ce n'est pas l'argent. C'est d'avoir essayé de me faire passer pour une femme qui ne sait plus ce qu'elle signe. J'ai entendu un sanglot étouffé. Puis Elodie a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'aurais jamais accepté, sinon. La pièce entière assemblée se resserrait autour de moi. Elle venait de tout dire. Pas sous la forme parfaite d'un aveu, bien sûr. Les coupables parlent rarement avec la clarté des procès-verbaux. Mais il y avait là l'essentiel. Ils savaient que je n'aurais pas consenti. Alors, ils avaient fabriqué un chemin pour m'y conduire malgré moi. J'ai tourné la tête vers Maître le maire. Il n'a pas levé les yeux, mais son stylo a continué sa course régulière sur le papier. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Ai-je demandé. Je veux qu'on arrête avant que ça devienne monstrueux. C'est déjà monstrueux. Non, maman, je parle de la plainte, des gendarmes et des convocations. Tu ne te rends pas compte. Laurent va perdre son travail. Moi aussi, je vais être sali. Tout le monde va savoir. Je me suis redressé. Tout le monde devait me croire diminuer sans que cela devienne. Mais il ne faudrait surtout pas que la vérité sorte, c'est cela? Elle n'a pas répondu. Puis, d'une voix plus basse encore. Il m'a dit que tu finirais par comprendre. Que c'était ton argent, oui, mais que de toute façon, tout devait me revenir un jour. Il disait qu'on avançait simplement ce qui allait arriver. Je suis resté immobile. Cette phrase contenait Laurent tout entier. Son opportunisme bien habillé. Son mépris des limites. Cette manière de considérer l'héritage comme une créance disponible avant la mort, pourvu qu'on sache pousser la porte assez tôt. Et l'appartement loué sur mon compte, ai-je demandé. Il y a eu un silence brutal. Tu ne savais pas ça, ai-je repris. Quand Elodie a répondu, j'ai compris qu'elle pleurait vraiment cette fois. Il disait que c'était provisoire, pour loger quelqu'un dans le cadre de son activité. Je ne savais pas que c'était payé avec. Elle s'est arrêtée. Trop tard. Marianne s'est levée d'un seul mouvement et m'a regardé. Nous pensions avoir affaire à une captation patrimoniale. Voilà qu'apparaissait peut-être autre chose encore. Des dépenses dissimulées. Peut-être une dette. Peut-être une W professionnelle ou personnelle de Laurent. Elodie, ai-je dit, est-ce que ton mari a d'autres comptes, d'autres dettes, d'autres engagements que tu m'as cachés? Elle n'a pas répondu. Puis j'ai entendu un bruit de fermeture éclair. Quelque chose a glissé sous la porte. Une enveloppe brune, épaisse, froissée par la pluie. Je ne peux pas rester, a-t-elle soufflé. Il ne sait pas que je suis venu. Regarde dedans. Après ça, fais ce que tu veux. J'ai attendu le bruit de ses pas dans l'escalier, avant de ramasser l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photocopies de prêts, des relances, un tableau manuscrit de dette, et surtout, une impression de courrier électronique, où apparaissait noir sur blanc une phrase signée de Laurent. Sa mère n'y verra que du feu. Elle est déjà prête pour une mesure de protection. J'ai relu la phrase 3 fois avant de comprendre que je ne m'étais pas trompé. Le papier tremblait entre mes doigts, non parce que je doutais encore, mais parce qu'une limite venait d'être franchie, même dans l'horreur. Jusqu'alors, malgré les relevés, la procuration, le testament,
une part de moi cherchait encore à distinguer ce que l'Audi avait fait de ce que Laurent avait pensé, organisé, poussé. Cette phrase effaçait ce dernier refuge. On ne parlait plus d'un dérapage, ni d'un arrangement entre proches persuadés de pouvoir remettre les choses en place plus tard. On parlait d'un plan. Froid, rédigé, assumé. Sa mère n'y verra que du feu, elle est déjà prête pour une mesure de protection. Maître le maire a tendu la main sans rien dire. Je lui ai donné la feuille. Il l'a lu, puis l'a posée bien à plat sur le bureau, à côté des autres pièces, comme on range un couteau après l'avoir identifié. À partir de maintenant, a-t-il dit, ce dossier change de niveau. Marianne, debout près de la lampe, avait le visage fermé. S'est adressée à Ati, a-t-elle demandé. L'assistante a rapproché l'impression. Un certain Fabrice Meunier. Peut-être l'associé dont parlait Elodie, ou un créancier. J'ai pris les autres documents de l'enveloppe. Il y avait des échéanciers de crédit, des lettres de relance, des menaces de mise en demeure, des tableaux de somme due, des noms de sociétés que je ne connaissais pas. Une dette, chassait l'autre. Certaines lignes évoquaient des investissements ratés. D'autres ressemblaient à des avances jamais remboursées. Mais un document a retenu tout de suite l'attention de Maître le maire. Un compromis de location portant sur l'appartement prélevé sur mon compte. Le locataire n'était ni un collaborateur, ni un partenaire professionnel. C'était une femme. Nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone. Tout y figurait. Marianne a levé les yeux vers moi. Il entretenait quelqu'un. Je n'ai pas répondu tout de suite. La surprise n'était pas là, où on aurait pu le croire. Laurent m'avait toujours inspiré cette méfiance instinctive que l'on s'interdit d'écouter, quand on veut préserver la paix familiale. Son visage de gendre idéal avait toujours eu quelque chose d'un costume bien repassé posé sur un corps absent. Non. Ce qui me frappait, c'était autre chose. Pendant qu'il me faisait passer pour une femme fragile, pendant qu'il me guidait doucement, pendant qu'il j'organisais ma réduction administrative, mon argent servait peut-être à loger une inconnue. Ce n'était plus seulement une affaire d'héritage anticipé. C'était un pillage. Maître le maire a relevé la tête. Nous déposons plainte demain matin. Pas seulement avec une chronologie, avec ces pièces. Et je demande en parallèle une saisie conservatoire, s'il existe encore des fonds accessibles. Il faut aussi prévenir immédiatement la banque que d'autres détournements personnels apparaissent. Je me suis assise plus droit. Elodie est venue vous donner cela par peur, ai-je dit. Cela peut-il la protéger? Il n'a pas répondu tout de suite. Cela dépendra de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle savait, et du moment où elle cessera de mentir. Mais une chose est certaine, elle n'est plus seulement témoin de la manœuvre, elle y a participé. Ces mots m'ont traversé sans douceur. Pourtant je les avais déjà compris. Une mère peut continuer à avoir une enfant là où il y a déjà une adulte responsable. La loi, elle ne confond pas si facilement. Nous avons travaillé jusqu'à tard dans la nuit. Chaque pièce de l'enveloppe a été copiée, numérotée, commentée. L'assistante a établi une chronologie complémentaire. Maître le maire a rédigé un projet de plainte d'une précision presque chirurgicale. Moi, je répondais à ces questions. Je précisais une date, une phrase, un souvenir. Je n'avais plus l'impression de raconter ma vie. J'avais l'impression de récupérer mètre après mètre le terrain qu'on m'avait pris. Quand ils sont partis, l'appartement était silencieux. Mais ce silence n'avait plus rien de vide. Il ressemblait à une veille. Je n'ai presque pas dormi. Au matin, il pleuvait encore. Une pluie serrée, droite, qui rendait les trottoirs noirs comme de l'ardoise. À la brigade, une adjudante nous a reçus avec cette réserve des gens qui ont trop vu pour se laisser impressionner par les drames familiaux dès la première phrase. Puis, elle a lu la plainte préparée, examiné les pièces, écouté le message vocal de Laurent, observé la copie du testament, la procuration contestée, le certificat médical, les relevés, et enfin, la phrase imprimée. Alors, son attitude a changé. Vous avez bien fait de venir vite, madame, a-t-elle dit. Pas d'accord de venir, pas de parler, de venir vite. Comme si le temps lui-même faisait partie du crime. Elle a pris ma déposition pendant près de 2 heures. Elle me demandait de reprendre sans émotion inutile, avec des repères précis. J'y suis parvenu. À ma propre surprise, je n'ai pas pleuré. Même lorsque j'ai raconté la porte du mariage.
Même lorsque je dis à haute voix que ma fille avait contribué à faire de moi une femme prétendument déclinante pour me débrouiller sans bruit, les larmes auraient été de trop. Ce matin-là, je n'avais plus besoin d'être cru par compassion. Je l'étais par cohérence. Au moment où nous quittions la brigade, mon téléphone a vibré. Un message de Laurent. Tu viens de commettre l'erreur que je voulais éviter. J'ai montré l'écran à maître le maire. Il a eu un sourire mince. Non, Madame Delma. L'erreur, c'est lui qui est en train de la commettre. À cet instant précis, 2 voitures se sont arrêtées de l'autre côté de la rue, devant l'immeuble de la brigade. Dans la première, j'ai reconnu Laurent au volant. Dans la seconde, Elodie, seule, le visage blanc derrière le pare-brise. Ils n'étaient pas venus me chercher. Ils étaient venus voir si j'oserais aller jusqu'au bout. Je les ai regardés à travers la pluie, sans détourner les yeux. Et pour la première fois, c'est eux qui ont baissé les leurs. Laurent a été le premier à sortir de sa voiture. Il a refermé sa portière avec cette maîtrise étudiée que je lui connaissais bien. Puis, il a traversé la rue sous la pluie d'un pas rapide, sans courir, comme un homme qui veut encore sauver les apparences, alors que tout lui échappe déjà. Elodie est restée quelques secondes immobile derrière son pare-brise, les mains crispées sur le volant, avant de finir par couper le moteur à son tour. Maître le maire m'a légèrement retenu par le bras. Ne vous avancez pas seul. Je n'avais pas l'intention de le faire. Pas cette fois. Laurent s'est arrêté à 2 mètres de nous. Son manteau sombre luisait de pluie. Son visage paraissait plus creusé que d'habitude, plus dur aussi. Mais sa voix, elle, restait soigneusement contrôlée. Claire, il faut que ça s'arrête maintenant. Je l'ai regardé sans répondre. Vous venez de déposer une plainte sur la base de documents sortis de leur contexte, a-t-il poursuivi. C'est une folie. On peut encore régler cela, entre adultes, comme si j'avais été exclu de cette catégorie tant qu'il décidait à ma place. Entre adultes, ai-je répété. Comme lorsque vous écriviez que je n'y verrais que du feu. Son visage a changé, pas beaucoup. Juste assez pour qu'on voie l'impact. Une contraction brève au coin de la bouche, un battement dans la mâchoire. Derrière lui, Elodie venait enfin de sortir de la voiture. Elle s'était arrêtée sur le trottoir, les yeux fixés sur nous. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-il dit. Alors je vais vous aider. L'appartement loué avec mon argent. Le message à votre créancier. La mesure de protection que vous prépariez. Le testament orienté. La procuration falsifiée. Vous voulez que je continue ici, devant la brigade. L'adjudante qui nous avait reçus se tenait maintenant à l'entrée, à quelques pas seulement. Elle n'intervenait pas encore, mais elle écoutait. Laurent l'a vu. Son ton a immédiatement changé. Vous êtes manipulé, Claire. On profite de votre fragilité pour vous monter contre votre famille. Ce mot, fragilité, lancé là sous la pluie devant des témoins, a eu sur moi un effet inattendu. Il ne m'a pas blessé. Il m'a libéré définitivement. Parce qu'il venait confirmer publiquement ce qu'ils essayaient de faire de moi depuis le début. Ma fragilité, je dis très distinctement, n'a jamais autorisé ni vos vols, ni vos mensonges. Elodie alors fait un pas en avant. L'appartement, a-t-elle demandé d'une voix blanche. Laurent s'est tourné vers elle trop vite. Ce n'est pas le sujet. L'appartement, Laurent. Je l'ai vu comprendre avant même qu'il réponde. Pas tout, mais assez. Les relances, les têtes, l'enveloppe glissée sous ma porte, la panique de la veille, tout remontait en elle d'un seul coup. Son visage s'est vidé. C'était professionnel, a-t-il dit. Une solution temporaire. Pour quel professionnel, ai-je demandé. Le silence qui a suivi a été d'une natité presque insolente. Même la pluie semblait s'être rangée de notre côté. Elodie a reculé d'un pas, puis de 2. Elle le regardait comme on regarde un homme dont le corps est resté le même, mais dont le visage vient d'être remplacé. Tu m'as dit que c'était pour ton associé, a-t-elle murmuré. Laurent a levé la main vers elle, agacé plus qu'ému. Pas ici. Tu m'as menti. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. C'est alors qu'il a commis l'erreur décisive. Pas un aveu. Pas une violence spectaculaire. Quelque chose de plus bête et de plus révélateur. Il a cessé de jouer. Son regard s'est durci d'un coup et il a lancé, presque entre les dents. Ce n'était pas le moment de poser des questions, ni à elle ni à toi. À elle ni à toi. Il ne parlait plus à une épouse et à une belle-mère. Il parlait à 2 obstacles. L'adjudante a avancé de quelques pas. Monsieur, je vais vous demander de vous éloigner.
若行à ouvert la bouche, puis la refermée. Il savait qu'un mot de trop, ici, maintenant, entrerait dans la procédure comme le reste. Il a reculé, mais trop tard. Le masque était tombé devant la seule personne qu'il voulait encore tenir dans le brouillard. Elodie. Elle s'est tournée vers moi. Jamais je n'oublierai son regard à cet instant. Il n'y avait plus l'arrogance de la mariée, ni la froideur de la fille qui exclut sa mère au nom de sa tranquillité. Il y avait quelque chose de plus laid et de plus vrai, la honte d'avoir servi un homme qui la méprisait autant qu'il me méprisait, moi. Maman. A-t-elle commencé? J'ai levé la main, pas pour la gifler, pas pour la chuter, seulement pour l'arrêter. Non, pas ici, pas comme ça. Je crois que ce geste était plus fort que n'importe quelle colère, parce qu'il signifiait enfin une limite nette. Ni cri, ni scène, ni pardon immédiat offert pour colmater le malaise. Juste une frontière. Maître le maire a pris la parole à ma place. Monsieur Vignal, à partir de maintenant, tout contact passe par mon cabinet. Madame Delma ne répondra plus directement à aucune sollicitation de votre part. Quant à vous, madame, il serait prudent que vous preniez vous aussi conseil séparément. Elodie a baissé les yeux. Laurent, lui, regardait déjà autour de lui, comme un homme qui calcule les sorties possibles. L'après-midi même, les conséquences ont commencé à tomber avec une rapidité presque brutale. La banque a confirmé le blocage complet des opérations litigieuses. L'étude notariale, sous la pression du courrier de maître le maire et de la plainte, a annoncé la suspension de tout acte en cours me concernant. En fin de journée, l'assistant du cabinet nous a transmis un nouvel élément. Une clerc de l'étude, visiblement inquiète, acceptait de témoigner. Elle confirmait que lors du rendez-vous de janvier, j'avais paru somnolente, que ma fille avait répondu à ma place à plusieurs reprises, et que Laurent, joua en vidéoconférence pendant quelques minutes, avait insisté sur la nécessité de sécuriser rapidement les choses avant une aggravation. Une aggravation de quoi? De leur impatience, sans doute. Le soir venu, mon téléphone est resté muet pour la première fois depuis des jours. Ni fleurs, ni supplications, ni menaces. Rien. Ce silence-là, en revanche, n'avait rien de vide. Il ressemblait au moment précis où une maison cesse d'être occupée par le mensonge et retrouve enfin sa vraie température. J'ai rangé les derniers documents dans l'enveloppe CAF. Puis, très calmement, j'ai pris une feuille blanche. Et j'ai commencé à écrire à ma fille une lettre qui ne contenait ni excuse pour elle, ni excuse pour moi. Seulement, les faits. J'ai écrit cette lettre à la table de la cuisine, avec mon vieux stylo noir, celui que j'utilisais autrefois pour signer les bulletins scolaires, les autorisations de sortie, les chèques du conservatoire, toutes ces petites preuves ordinaires de la confiance qu'une mère dépose sans compter. Cette fois, je n'écrivais plus pour rassurer, ni pour réparer. J'écrivais pour fixer une limite. J'ai commencé par les faits. La porte du mariage, les relevés bancaires, la procuration contestée, le testament obtenu sans consentement clair, les messages où l'on parlait de ma fatigue comme d'un outil, l'appartement payé avec mon argent, le courrier de Laurent, les démarches visant à me préparer une mesure de protection que rien, médicalement ou juridiquement, ne justifiait. Puis j'ai écrit ceci. Tu n'as pas seulement pris de l'argent. Tu as participé à la fabrication d'un mensonge sur mon esprit pour rendre ce vol possible. C'est cela que je ne pardonnerai pas à la légère, et peut-être jamais. Je n'ai pas mis de formule tendre. Pas de malgré tout, tu restes ma fille. C'était vrai, bien sûr. Le sang ne s'efface pas par la volonté. Mais précisément parce que c'était vrai, je refusais désormais d'utiliser ce lien comme une excuse pour accepter l'inacceptable. J'ai terminé par 3 phrases très simples. Toute communication passera par mon avocat. Tu n'entreras plus chez moi sans y être invité. Je protégerai ce qui me reste avec la fermeté que j'aurais dû avoir plus tôt. Quand j'ai relu la lettre, j'ai senti quelque chose d'inédit en moi. Pas du soulagement. Le soulagement appartient aux fins nettes, et il n'existe pas de fin nette quand l'enfant qu'on a porté devient l'un de ceux dont on doit se protéger. Non, c'était autre chose. Une dignité revenue austère, sans chaleur, mais solide. La semaine suivante a donné à cette dignité une forme concrète. Laurent a été convoqué. Elodie aussi. Je n'étais pas présente à leurs auditions, mais maître le maire me transmettait l'essentiel. Laurent avait d'abord minimisé, puis nié, puis tenté de faire passer les documents retrouvés,
Pour des brouillons sans portée. Malheureusement pour lui, les brouillons avaient déjà produit des effets bancaires, notariaux et administratifs bien réels. Quant au message dans lequel il écrivait que je n'y verrais que du feu, il avait perdu toute élégance dès lors qu'il figurait dans une procédure. Elodie, elle, avait commencé par protéger son mari. Puis, confrontée aux pièces, aux dates, aux relevés, à la location de l'appartement et au témoignage de la clerc notariale, elle avait fini par reconnaître une partie de la vérité. Pas toute la vérité. Les coupables abandonnent rarement l'ensemble de leur masque en une seule fois, mais assez pour faire tomber l'idée d'un simple malentendu familial. La banque a annulé les habilitations litigieuses. Plusieurs opérations ont été contestées formellement. Une partie des sommes pouvait être récupérée. Pas tout. Jamais tout. Il reste toujours des fuites dans les affaires de confiance trahies, des heures perdues, des nerfs fusés, des nuits dévastées, des souvenirs contaminés à jamais. L'étude notariale, de son côté, a dû reconnaître de graves défaillances de vigilance. Le testament de Jean-Pierre a été neutralisé dans l'attente des suites judiciaires. J'en ai refait un autre, 2 mois plus tard, dans un autre cabinet, avec un notaire choisi par moi seul, en présence de Maître le maire, et après un certificat médical joint au dossier. Cette fois, chaque phrase a été lue lentement, chaque mot pesé. J'ai décidé de répartir mes biens autrement, avec une part importante destinée à une structure de protection des personnes âgées, victimes d'abus patrimoniaux. Cela n'avait rien d'un geste spectaculaire. C'était simplement juste. Mon argent ne servirait plus à nourrir des prédateurs polis. Elodie m'a écrit 3 fois. La première lettre était pleine d'excuses floues, de larmes écrites, de phrases commençant par « je n'ai pas mesuré » et « je croyais arranger les choses ». La deuxième m'a accusé Laurent presque entièrement, comme si elle n'avait été qu'une passagère emportée malgré elle. La troisième était la seule honnête, très courte. Elle disait « J'ai vu ce que j'étais devenu à force d'avoir peur, de perdre mon confort, mon couple et l'image de ma vie. Je comprends que tu ne veuilles plus me voir. » Je n'ai répondu qu'à la troisième, 2 lignes. Je t'ai lu. Comprendre n'efface rien. Depuis, nous ne nous voyons plus. Je sais que pour beaucoup, cela paraît impensable. On aime les réconciliations dans les familles. On les préfère aux coupures franches, parce qu'elles rassurent tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas eu à payer le prix du pardon. Mais il existe des blessures qu'on ne referme pas avec une embrassade, et des fautes qui ne peuvent pas être absorbées au nom de l'amour filial, sans détruire définitivement le peu de respect de soi qu'il reste. J'ai changé les serrures, j'ai refait tous mes accès, j'ai confié une copie de mes documents essentiels à Marianne. Je prends désormais le temps de lire chaque papier, chaque mail, chaque virement, non par obsession, par paix. Parfois, le soir, je repense à cette porte de mariage refermée devant moi. Longtemps, j'ai cru que c'était le moment le plus humiliant de toute cette histoire. Je me trompais. Le plus humiliant n'était pas d'avoir été exclu de leur fête. C'était d'avoir accepté, pendant des mois, de me laisser déplacer doucement, hors de ma propre vie pour ne pas déranger ma fille. Aujourd'hui, je vis seul. Mais je vis droite. Ma maison est à moi. Mon nom est à moi. Mon esprit est à moi. Et cette fois, tout est écrit comme il faut, signé comme il faut, protégé comme il faut. Le soir où ma fille m'a exclu de son mariage après que j'ai tout payé, elle croyait sans doute me chasser d'une salle. En réalité, elle m'a forcé à ouvrir les yeux. Et ce que j'ai vu m'a coûté une fille, mais m'a sauvé le reste.